Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Quand arrivent les fêtes, il y a toujours de beaux moments à partager. Il y a toujours des belles nouvelles qui arrivent. Parfois, il y en a des moins belles. Entre autres, celle-ci, celle de la SPCA, les refuges d'animaux qui débordent. On en discute justement avec la directrice générale de la SPCA, Mme Laurence Massé. Bonjour, Mme Massé. Bonjour. C'est toujours, ça fait le cœur de lire ça. Comment expliquer que les refuges d'animaux débordent pendant le temps des fêtes? Parce que les gens s'en vont en vacances? En fait, cette année, c'est plutôt atypique. Habituellement, on a une grosse vague d'abandon autour du 1er juillet parce que, les déménagements, c'est une des causes principales d'abandon. Cette année, ce qu'on remarque, c'est que derrière chaque abandon, il y a une raison financière. Oh. Et ça, vous le savez comme moi, ça arrive à longueur d'année. Donc, c'est pour ça que cette année, on n'a pas vu de saison basse. À ce temps-ci de l'année, là, je vous dirais automne-hiver, on a un peu moins d'achalandage en refuge, alors que cette année, là, nos cages débordent. Et vous dites que c'est lié à des raisons financières, donc la situation économique en général ou la hausse des coûts liés à, j'allais dire, à la propriété, à la relation qu'on a avec un animal de compagnie? Un peu des deux, en fait, tout a augmenté. Donc, ça coûte plus cher pour une famille de se nourrir. Évidemment, c'est la même chose pour les animaux de compagnie. Quand on regarde juste la nourriture pour un animal de compagnie, les prix de détail ont augmenté entre 25 et 42% dans les dernières années. Donc, tout coûte plus cher. Attendez juste un instant, là. Attendez un instant. Madame Massé, vous dites que la nourriture pour animaux a subi une augmentation de 25 à 42% en 2 ans? Oui, dépendamment des marques, ça a vraiment significativement augmenté. Et moi, j'ai 2 chiens et je l'ai remarqué, les coûts ont augmenté et les quantités ont diminué. Donc, c'est vraiment difficile pour une famille de nourrir un animal de compagnie, d'en prendre soin. Et dans un contexte d'inflation, c'est encore plus difficile de mettre de l'argent de côté pour des imprévus médicaux. Donc, c'est souvent à ce moment-là là, qu'on voit des abandons au niveau des animaux de compagnie. Est-ce que au niveau des soins vétérinaire. Il n'y a pas là une espèce de situation dont on ne parle pas assez. Moi, je constate constamment une hausse des tarifs chez les vétérinaires. Est-ce que vous constatez la même chose? Oui, mais tout augmente. Tu sais, nous, on regarde au niveau du refuge. On a fait l'exercice là pour un médicament qu'on donne fréquemment à nos animaux en refuge. Ce qu'on a remarqué, c'est que cette molécule-là a augmenté de 22% son coût dans la dernière année. Donc, je comprends que tout subit de l'inflation, donc c'est normal que les vétérinaires chargent un petit peu plus cher année après année. Je pense que ce qui est atypique, c'est que les gens ne peuvent pas mettre d'argent de côté pour leurs animaux de compagnie. Et donc, dès qu'il y a un imprévu médical, là, plutôt s'aller, parce qu'on va se le dire, des imprévus médicaux, ça coûte cher, ben là, ils n'ont pas d'argent pour l'animal. Puis, c'est ça qui est arrivé il y a quelques jours. Il y a une famille qui est venue abandonner son animal de compagnie parce que là, il devait subir une chirurgie, puis c'était trop dispendieux pour eux. Ils avaient réussi à payer tous les soins de base, mais là, on arrivait à un moment où est-ce que c'était trop dispendieux, puis ils se sont vus dans l'obligation de l'abandonner. J'apprécie toute la bienveillance de votre part envers tout votre métier, votre milieu, vos animaux et même les vétérinaires. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de transactions chez les vétérinaires, beaucoup de compagnies internationales qui font de l'acquisition d'une petite clinique joli cœur de vétérinaires dans un petit recoin quelque part et c'est acheté par des grandes compagnies puis les tarifs sont à la hausse. Je pense que c'est une action concertée. Il faut s'en inquiéter. Un peu comme par exemple dans le milieu des pompes funèbres. Il y a beaucoup de petits salons funéraires qui se font acheter par des grands groupes, souvent américains, mais parfois européens. Je pense même que le groupe Nestlé est impliqué dans l'acquisition de différentes cliniques vétérinaires, ce qui fait monter les tarifs parce que les rendements doivent être là pour l'actionnaire. Mais ceci dit, il n'y a aucun doute que les vétérinaires qui font ce travail pour les bonnes raisons, entre autres ceux qui travaillent chez vous, se retrouvent donc avec des animaux qui ont besoin de soins, ont été abandonnés parce que la famille n'a pas les moyens, et vous vous retrouvez à devoir faire ces interventions-là si l'animal est en souffrance. Oui, puis si je peux faire du pouce sur cette intervention-là, en fait, nous, on peut travailler dans notre terrain de sable, je vous dirais. À la SPCA de Montréal, on a une équipe clinique d'environ 45 personnes. Donc, ça inclut des vétérinaires, des techniciens, techniciennes en santé animale, puis des aides techniciens et techniciennes. Ce sont jusqu'à présent des membres spécialisés qui ne sont pas accessibles au public. On a travaillé fort pour faire passer le projet de loi 67 et à compter de 2025, on va pouvoir ouvrir notre clinique vétérinaire à faible coût pour les gens à faible revenu.
Donc, ça, c'est notre façon là, de contribuer, en fait, à cette hausse-là, puis de prévenir les abandons. Parce que ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est que avant ce projet de loi-là, les vétérinaires qui travaillaient au sein d'OBNL, comme les nôtres, ne pouvaient pas offrir des soins aux animaux du public. Donc, quelqu'un qui amenait son animal pour une intervention médicale se voyait dans l'obligation de l'abandonner. Or, depuis le projet de loi, là, nous, on va profiter de ça pour rendre accessible notre équipe médicale aux animaux du public. C'est une magnifique nouvelle. Ça commence quand, ça? Ça va commencer, je vous dirais, en mars 2025, parce que, évidemment, il faut organiser nos effectifs conséquemment. On s'attend à un bon volume. Ben, je vous félicite. Et dites-moi, comment une nouvelle législation comme ça arrive à voir le jour? Est-ce que c'est vous, c'est votre organisation qui avez sensibilisé des élus, des politiciennes, des politiciens pour faire cheminer ce projet de loi-là? Comment ça s'est passé? C'est une belle nouvelle, ça. Au sein de la SPCA de Montréal, on a une équipe de défense des animaux qui s'occupe de faire des affaires publiques, du lobbying, qui s'occupe de sensibiliser non pas seulement le public, mais les partis politiques. Donc, effectivement, ça fait partie de notre travail, ça fait partie de notre combat depuis plus de 155 ans, en fait, de faire changer les lois pour améliorer les conditions de vie des animaux. Wow! Ben alors, c'est toute une réussite. Moi qui parle souvent à quel point je évoque auprès des gens qui nous écoutent de parler à leurs élus pour obtenir certains enjeux les interpellent. N'hésitez pas à leur en parler. Ben là, vous l'avez vraiment fait. Là. Vous avez fait un travail de lobby auprès des élus pour que ce changement-là puisse avoir lieu. Et c'est une grande nécessité, d'autant plus de ce que je crois être un peu comme un investissement étranger dans nos cliniques vétérinaires. Je vous remercie beaucoup de cette intervention, Mme Massé. C'est vraiment une grande différence. Donc, les gens pourront, à partir de mars 2025, peut-être en avril, c'est possible qu'il y ait des petits retards, mais ceci dit, qu'on peut amener notre animal là-bas. Ça m'amène à vous parler de vos politiques d'adoption, parce que moi, je peux vous dire, en tout cas, que chez nous, nos deux chats viennent d'une société protectrice des animaux, du côté de Sainte-Agathe, si je ne me trompe pas. Alors, il y a toute ils sont très présents sur les réseaux sociaux, faire connaître les animaux prêts à l'adoption. Ma blonde a le cœur brisé à chaque fois qu'elle voit un animal apparaître, puis ils sont très bons à donner une histoire à chaque animal. Dites-moi, comment ça fonctionne aujourd'hui, l'adoption d'un animal? Il faut prendre ça au sérieux. On n'arrive pas là en disant « Ah, je le trouve cute, le minou », puis c'est pas un toaster, là. Il va falloir s'en occuper, c'est un engagement. Ah, vous avez raison. Puis c'est d'ailleurs une des raisons principales là, des abandons. Un chat, ça va coûter environ 2400 $ annuellement. Et là, on ne parle que des soins de base. Et un chien, 3900 $. Nous, ce qu'on valorise beaucoup dans le processus d'adoption, c'est la discussion que nos conseillers et conseillères à l'adoption vont avoir avec les adoptants. Donc, on va s'assurer d'avoir la bonne discussion, de parler de budget, de parler d'entraînement, de parler de lifestyle aussi. On veut s'assurer que les gens aient le temps et l'énergie pour l'animal qu'il recherche, puis que l'animal comble les besoins de l'adoptant, mais que l'adoptant soit aussi capable de combler les besoins de l'animal. Puis il y a une anecdote que j'aime bien raconter. Il y a quelques mois, on a eu une jeune famille qui venait pour adopter un chien et justement, ils ont eu cette précieuse discussion-là avec nos conseillers et conseillères à l'adoption et finalement, ils sont repartis avec une tortue. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas l'animal, en fait, il allait pas pouvoir répondre aux besoins de cet animal-là. Il voulait héberger un animal, donner une maison. Donc, on a trouvé la bonne espèce, puis le bon match pour cette famille-là. Donc, c'est important d'avoir cette discussion-là. Ben, tout à fait. Ben, c'est drôle parce que ce que vous évoquez ici, c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive à la SPCA, peut-être à la recherche d'un chien, mais qui voulait aussi simplement se dire, il y a des animaux en adoption. On peut-tu en adopter un? Il faut juste adopter le bon. Si on est capable d'accueillir un cheval, tant mieux, mais une tortue, ça risque d'être moins de trouble, effectivement. Dites-moi, est-ce que vous évoquez souvent, quand vous faites le portrait de ces animaux en adoption, des traits de caractère, aime les enfants, peut vivre avec un autre animal? Comment faites-vous pour établir ce genre de pedigree? Mais en fait, nous, à la SPCA, on a une équipe en comportement. Donc, on va vraiment tester l'animal avec d'autres animaux. On va tester l'animal avec différentes personnes au sein du refuge. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces critères-là ne sont pas particulièrement fermes. C'est-à-dire que parfois, vous le savez comme moi, il y a des enfants ou des jeunes adolescents qui peuvent être plus matures qu'un adulte quasiment. Donc, on essaie
raffermir ces critères-là de sorte à ce qu'on ait une ouverture dans l'adoption. C'est pour ça que la discussion dont je vous parle est vraiment importante parce que une famille qui a des jeunes enfants mais qui a toujours eu des chiens qui sont expérimentés, ben parfois on va pouvoir discuter avec cette famille-là, leur donner les bons outils, puis ils vont pouvoir repartir avec un chien qui d'emblée on n'aurait peut-être pas mis avec une famille par exemple. Donc c'est important d'avoir cette discussion-là. Les critères c'est pour nous guider, mais ce n'est pas ferme. Parce que il y a des familles chiens, puis il y a des familles chats. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux animaux? Ah oui, et ça se fait très bien. Nous, justement, quelqu'un qui veut accueillir un chien, par exemple, qui a déjà un chat, va rencontrer notre équipe de comportementalistes, puis on va leur donner des outils, des protocoles pour pouvoir faire une bonne introduction en bonne et due forme. Tu sais, on veut que l'adoption fonctionne, on veut que ça soit un bon match, puis on veut outiller aussi les gens. Sur notre site Internet, il y a une panoplie d'articles sur l'adoption responsable, sur des trucs et astuces pour, par exemple, le port de la muselière, si on veut prendre les transports en commun avec son animal. Donc, tout ça est disponible sur notre site Internet et nos équipes s'occupent aussi de faire un suivi post-adoption pour s'assurer que tout se passe bien. Puis, si la famille a des questions, bien, on est là pour les épauler. Je vais vous poser une dernière question. Quand en règle générale, pour une personne qui, par exemple, est très pragmatique et réaliste relativement au coût d'acquisition et d'entretien d'un animal, le mot entretien n'est pas bien beau, là, mais vivre avec un animal, ça a une facture au bout du compte. Quelqu'un qui est conscient de ça peut choisir se procurer un animal chez vous s'il est souple sur le type d'animal, sur ce qu'il recherche. Il y a beaucoup d'avantages parce que, règle générale, on va acheter un chat chez vous, on va se procurer un chat qui va avoir déjà été vermifugé, qui va avoir déjà eu des vaccins, n'est-ce pas? Oui, tous nos animaux repartent vaccinés, vermifugés, stérilisés. Ils ont vu nos équipes vétérinaires, nos équipes en comportement. Donc, on a vraiment la bonne information sur l'animal. On peut accompagner les adoptants là dans cette aventure-là, en fait. Puis, moi, ce que j'aime proposer aussi, c'est pour quelqu'un qui, par exemple, veut un chien, n'a jamais eu de chien. Moi, ça a été mon cas. J'ai commencé comme famille d'accueil. Donc, c'est intéressant aussi pour se découvrir comme adoptant, découvrir l'espèce aussi. Là, moi, j'avais jamais eu de chien de ma vie. J'ai commencé avec en étant famille d'accueil, finalement, je suis tombée en amour. SPCA, c'est très drôle. Vous aviez pas eu de chien à l'époque? Ben oui. Puis, mais à l'époque, j'ai pas eu de chien. Ben oui, mais dites-moi, à ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer être famille d'accueil avec un chat pour accueillir un chien, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ben, tout à fait. C'est sûr que notre équipe de famille d'accueil va s'assurer de mettre un chien qui fait pas de prédation, par exemple, avec un chat. Là. Donc, on a vraiment un bon processus pour s'assurer de la sécurité de tous les animaux. Mais effectivement, il y a toujours des opportunités d'essayer l'espèce, puis de voir si on est un bon adoptant. Puis, dans tous les cas, c'est une expérience hyper riche parce que ça nous permet de découvrir un animal, de donner une pause de refuge aussi à cet animal-là. Puis ça nous permet de nous découvrir, nous, comme adoptants, comme individus. En terminant, Mme Massé, à la direction générale de la SPCA, est-ce que vous voyez des modes dans une race de chien, une race de chat? Est-ce que vous voyez des modes? Et est-ce que c'est une bonne chose ou si au contraire, c'est pas pertinent de parler d'une mode pour un être vivant? C'est triste, en fait, de parler d'une mode pour un être vivant. Effectivement, on voit beaucoup de races brachycéphales, donc des Frenchies, des bulldogs anglais, toutes ces races-là qui ont le nez plat. Malheureusement, c'est de la génétique qui a été conçue pour des standards de beauté, mais nous, quand ces animaux-là arrivent à la SPCA de Montréal, ils ont de la difficulté à respirer, ils ont beaucoup de problèmes médicaux. Très souvent, sont abandonnés, d'ailleurs, pour des raisons médicales. C'est des chiens qui sont génétiquement là vraiment modifiés, puis ça fait en sorte que l'animal n'est pas confortable dans son corps. Il y a plein de chirurgies qui doivent être faites pour qu'il soit confortable, pour élargir les narines, etc. Voyons. Donc, oui. Je suis content de vous avoir posé cette question-là parce que je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Donc, il y a des races que les gens recherchent, des caractéristiques physiques qu'ils recherchent et qui sont finalement obtenus de façon artificielle par des développements, des croisements et qui sont ultimement font des animaux qui n'auraient pas survécu au niveau du code génétique dans l'évolution planétaire parce qu'il manque des problèmes. OK, incroyable. Puis c'est tellement triste. Là, il y a quelques semaines, on avait un bulldog justement dans une cage, puis on rentrait dans le chenil et c'était juste lui qu'on entendait respirer. Il y avait de la misère à respirer, ce chien-là. Il a fallu qu'on fasse des chirurgies justement pour l'aider. Mais c'est des animaux qui coûtent très cher en frais vétérinaires, puis qui coûtent très cher à assurer aussi. À assurer? Qu'est-ce que vous voulez dire par assurer?
En fait, assuré ce pour qu'on des soins. On peut maintenant assurer, contracter une assurance oui, pour oui, des oui. soins. Ben oui, tout à fait. Exact, Madame, exact. Madame Massé, c'était super intéressant. Je vous remercie de votre passion qui vous anime. C'est très frappant. Puis j'invite tout le monde à aller Merci. voir ces différents refuges-là qui rendent l'utile à l'agréable. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurence Massé, directrice générale de la SPCA. Je vous souhaite une bonne année avec le regard de cet animal qui nous regarde. On peut juste lui offrir la lune. Merci beaucoup. Bonne année. Merci à vous. Bonne Au année. revoir.